Notre rencontre d'aujourd'hui se déroule avec une doctorante en littérature ici à l'Université du Québec à Trois-Rivières qui vient tout juste de publier le roman Les cendres de Sedna et c'est publié aux éditions à lire. Elle s'appelle Ariane Gélina. Elle fait beaucoup de choses en littérature, auteure, directrice de collectif, directrice artistique de la revue Le Sabbat. Mais là, elle nous parle des cendres de Sedna. Bienvenue, Ariane. Merci. Ariane, juste avant que nous commencions l'entrevue, je t'inviterai à lire un petit extrait des cendres de Sedna. Avec plaisir, Patricia. Le ressac heurta brusquement les rochers à demi submergés. Les embruns se confondirent avec le vent et les cris des animaux aquatiques. La surface du fleuve ondula, boursouflée par des vagues de plus en plus cinglantes, comme si une tempête se préparait. Sa lampe toujours tendue devant lui, Wilmar distingua des nageoires qui fendaient les eaux de leur arc cintré. Alors ici, on a un petit aperçu de Sedna qui approche, colérique comme elle l'est dans l'ensemble du roman. Et là, nous sommes en Basse-Côte-Nord, à l'île, attendez, j'arrive toujours pour le dire, l'archipel de Tête à la Baleine, c'est ça? Exactement. Là, on est là, et là, Sedna approche tranquillement. Et là, nous sommes en 1873, dans ces eaux-là, hein, c'est ça? Oui, exactement, dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là, c'est le cas de le dire. Le roman se déroule de là jusqu'à 2015 environ. Mais là, on rentre en plein avec ce que tu viens de nous lire sur Sedna. C'est une légende d'abord qui existe. Oui, il existe plusieurs versions de cette légende inuite-là. La plus connue, c'est que Sedna, qui était une jeune femme inuite, avait été offerte en mariage à un homme-oiseau. Homme-oiseau que j'ai transposé dans les monts Grou. Vous savez, il y a l'astroblème de Manicouagan, oui. qui est juste dans le nord du Québec. Alors, je l'ai fait venir de là. J'ai fait venir de là les hommes-oiseaux. Et Sedna, dans le mythe original, donc elle est offerte en mariage aux hommes-oiseaux, à un homme-oiseau contre son gré. Elle est très malheureuse. Elle implore son père en rêve de venir la sauver de ce mariage malheureux. Il vient la chercher dans le nord. Il vient à sa rescousse. Et ils partent tous les deux en barque, mais les hommes-oiseaux poursuivent la barque dans laquelle Sedna et son père se sont réfugiés. Et le père, qui est un couard, il faut le dire, il est peureux, il est assez lâche. Il a peur et puis il décide de rendre sa fille à l'homme-oiseau en la poussant par-dessus bord de la barque. Et dans le mythe, on dit que, comme Sedna ne voulait pas lâcher prise, elle disait à son père, « Bien, laisse-moi pas tomber dans les eaux, je t'en supplie, je suis ta fille. » Eh bien, il aurait pris une hache, ça dépend des versions, ou un couteau, et il aurait coupé soit les mains ou les bras de sa fille, selon les versions toujours du mythe. Et à ce moment-là, lorsque les bras ou les mains ont tombé dans les eaux, ça leur a donné naissance aux animaux marins, qui sont les baleines essentiellement, et dont Sedna elle va avoir un ascendant par la suite sur les baleines et aussi sur les morses et les phoques et tout ça. Alors, je trouvais ça fascinant. Et on dit également dans le mythe inuit que Sedna est encore tellement en colère aujourd'hui que c'est elle qui fait les tempêtes dans le Saint-Laurent. Dans le Saint-Laurent, à cette hauteur-là. Dans le nord. OK. Mais là, c'est de partir d'une légende et après ça, de construire un roman autour de ça. Alors là, on a entendu Wilmar qui parle, qui vit là et tout ça. Et là, il va se passer une série d'aventures, de descriptions incroyables où, justement, la légende est toujours au cœur, mais il y a toutes sortes de personnages qui vont graviter. Donc, tu es parti de ça, tu as créé les personnages ensuite. Oui, j'ai voulu faire une sorte de fresque avec différents personnages. Comme c'est une approche historique, je voulais qu'ils interviennent par rapport à la colère de Sedna, qui est vu qu'on est dans le mythe, qui est une sorte de colère millénaire. Ouais. Alors, à mon sens, on devait suivre plusieurs personnages et leur intervention dans cette vaste colère-là. Le premier protagoniste, Wilmar, il n'est pas directement impliqué, c'est sa cousine Hippolyne qui va l'aider parce qu'elle pourrait aider Sedna qui a eu une fille à parvenir à ses fins. Ensuite, dans la deuxième partie qui se trame en 1921, on suit la fille de Sedna qui s'appelle Sora. Puis ce qui est particulier, c'est que elle, sa mère, c'est la maîtresse des animaux marins et puis c'est du domaine aquatique, mais Sora, elle est allergique à l'eau. Alors, il y a une relation mère-fille très, très ambivalente. Et ensuite, on passe avec la perspective des hommes-oiseaux dans la dernière partie. Donc, on retrouve les termes, entre autres, beaucoup de colère. Beaucoup de colère. Une colère très forte de la part de Sedna, d'abord, qui a été abandonnée par le père. La colère, la mémoire, le temps. Parce que ce récit-là, ce roman-là se déroule jusqu'à aujourd'hui, comme je le disais. Alors donc, toi, tu as décidé d'explorer, en plus, là, toutes ces dimensions-là.
Oui, je voulais explorer le temps en plus des lieux, parce que les lieux, c'est quelque chose qui m'interpelle passionnément comme auteur. Oui. Et puis, j'ai pris comme point de départ l'archipel de Tête à la baleine, que je trouvais très inspirant. Au-delà de ça, je me suis intéressée à l'archipel de Tête à la baleine à travers les époques. Alors, j'ai beaucoup lu pour savoir comment temporellement ça l'avait évolué. Puis, j'ai été interpellée par le fait que sur la Basse-Côte-Nord, il n'y a jamais eu beaucoup de populations qui ont resté là. C'est sûr que c'est pas propice à l'agriculture, notamment, mais je voulais savoir pourquoi. Pourquoi, oui. Pourquoi est-ce qu'il y avait que pas, même encore aujourd'hui, à Tête à la baleine, le village, il n'y a pas beaucoup de population. Alors, je me disais, est-ce qu'il pourrait y avoir une créature, quelque chose d'hostile qui aurait empêché qu'il y ait une colonisation massive de la Basse-Côte-Nord? Donc, finalement, le lieu parle à travers ses absences et à travers ses présences aussi. Et ce qui est particulier, c'est que les gens, le Wilmar du début et toute la famille qui arrivent de Berthier, vont s'installer en plein milieu pas de nulle part, mais en plein milieu du fleuve, dans le nord et tout ça. Donc, c'est quand même de jouer avec les distances et tout, là. Oui, ça c'est sûr que c'est un aspect que j'aime. En plus de se promener à travers plus d'un siècle et demi, on se promène sur beaucoup de kilomètres. Je parlais notamment là, avec Manicouagan, c'est pas si proche que ça, du Labrador, de la Basse-Côte-Nord. Ça rejoint aussi l'échelle mythique du récit, je trouve. Les distances, d'une certaine façon, se trouvent un peu abolies. Oui, c'est ça. Mais il y a beaucoup de choses qui se trouvent un peu abolies aussi. Toute la question du temps et puis de reconstruction aussi du mythe. Alors, un roman où il est question aussi, il y a des descriptions fantastiques, un univers fantastique, c'est le cas de le dire, de fantasy, d'horreur, d'érotisme aussi. Il y a de tout. Finalement, Senna fait trembler les eaux. C'est le cas de le dire, hein? Et tout son petit monde autour. Merci beaucoup pour ce beau roman-là, Ariane Gélina, Les Cendres de Senna, aux éditions Allez. Merci, Patricia. Merci.